Merci d'être avec nous pour ce webinaire qui est donc dédié à la sylviculture mélangée à couvert continu et à la création de peuplements résilients dans un contexte de climat, de changement climatique. Donc, on a à cette occasion deux intervenants, si Sylvain arrive, pour aborder le sujet. Voilà. Donc, je donnerai d'abord la parole à Gauthier Ligo, qui est lui chercheur en gestion des ressources forestières à Agrobiotech. Il nous parlera du chêne en forêt d'Europe occidentale et donc des situations et des facteurs de son déclin. Et ensuite, donc, dans un second temps, Sylvain Gaudin, qui est ingénieur de recherche et développement au CRPF, donc Centre régional de la propriété forestière, nous parlera du choix des essences à privilégier dans ce contexte de climat changeant. Et je vous souhaite donc un bon webinaire et je vais donc laisser maintenant la parole à Gauthier si tu veux prendre la main sur ta présentation. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je pense que j'ai pas encore l'autorisation pour partager mon Ah, écran. je vais te la donner. Euh, Tac, c'est bon, normalement. alors, voilà, normalement, Super. vous voyez ma présentation. Donc voilà, merci aux organisateurs de m'avoir invité donc à présenter. Ici, je vais vous présenter en fait les recherches qu'on a menées sur la régénération du chêne depuis 10, presque 15 ans. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un peu du réchauffé, mais il y aura plusieurs études. Donc, j'espère que ça permettra de faire des liens entre différentes choses que vous avez déjà pu entendre et lire, et que ça répondra à la demande qui m'avait été faite. Alors, hop, la plupart de ces études, en fait, démarrent d'une demande, en fait, de forestiers de terrain qui se trouvent face à une situation comme celle que l'on peut voir à l'écran. Donc, avec un peuplement où il y a du chêne qui est présent, donc des chênes de grande dimension. Il est en mélange avec, ici c'est du hêtre, à d'autres endroits c'est du charme. Le hêtre est présent également, mais dans toutes les catégories de taille, donc des grands et des gros individus. Et le hêtre, en fait, envahit le sous-bois ou est très prolifique dans le sous-bois. Donc le hêtre est une espèce tolérante à l'ombre ou sciaphile, alors que le chêne est une espèce semi-héliophile. Et la demande des forestiers était d'arriver à conserver le chêne dans ce genre de mélange et de le conserver sans faire des coupes à blanc, sans faire des plantations, donc avec peu de travaux. Pour appuyer un peu le constat des forestiers, ici vous avez un graphique qui a été fait à partir de toutes les placettes d'inventaire de l'inventaire forestier wallon, donc 550 000 hectares inventoriés. Et vous avez des nombres d'arbres par classe de diamètre pour le chêne en vert foncé et pour le hêtre en vert clair. Vous voyez en vert clair, la distribution de la population est très favorable dans le sens où il y a vraiment beaucoup plus de petits arbres que de gros arbres. Pour le chêne, malgré qu'on se trouve à une échelle très grande, toute la Wallonie, malgré qu'à cette échelle, il y a des travaux de plantation, il y a des travaux parfois en endroits très importants, on remarque un manque de petits chênes. Et ça peut poser question, puisque si on exploite pas mal des gros arbres, des gros chênes qui sont présents, derrière, il n'y a pas suffisamment de petits arbres pour assurer que la ressource se maintienne au niveau à laquelle on la connaît aujourd'hui. Alors, une des questions qu'une étudiante justement m'a posée il n'y a pas longtemps sur le terrain, c'est mais pourquoi vous vous entêtez à vouloir garder ce chêne? Parce que ça semble très compliqué. Alors, dans cette slide, je vais essayer de rapidement donner quelques éléments. Alors, tout d'abord, le chêne n'est pas une espèce. Ah, il y a quelqu'un qui a dessiné ou c'est moi qui ai dessiné? C'est pas très grave. Le chêne n'est pas une espèce en voie d'extinction, hein, pas du tout. Mais néanmoins, je pense que c'est un héritage culturel qu'on a reçu des générations précédentes et qu'on a envie aussi de léguer aux générations futures. Ensuite, il y a des aspects un peu économiques. On voit que sur certains parcs agrumes, on peut avoir une grume de chêne qui se vend 30 000 euros. Donc, on peut comprendre que des gestionnaires et des propriétaires veulent faire de même. Le chêne a également une fan par rapport au hêtre qui est dite améliorante dans le sens où elle se dégrade bien plus rapidement et donc peut servir ou peut aider à maintenir une meilleure fertilité du sol. Il y a tout un cortège d'essences et d'espèces plutôt animales et une flore et des champignons qui sont associés au chêne. Et donc, évidemment, si le chêne vient à diminuer,
mais toute cette biodiversité peut être impactée. Et puis, plus en lien avec le thème d'aujourd'hui, le chêne, notamment par rapport au hêtre, le chêne sessile, surtout dans nos conditions en Belgique, est dans la plupart des conditions souvent plus adapté aux changements futurs, aux changements climatiques futurs qui sont présumés, donc plus tolérant à la sécheresse notamment. Et donc le maintenir en mélange, c'est également utile dans une idée d'améliorer la résilience des peuplements. Et puis enfin, le dernier mot que j'ai mis ici sur la slide, c'est la durabilité. C'est ce que j'expliquais aussi à la slide précédente. Si on exploite les arbres, on veut à minima, pour que ce soit durable, il faut que la ressource se renouvelle. Et donc, la durabilité est en jeu si ce n'est pas le cas, la durabilité de l'exploitation. Alors, je vais essayer de supprimer cette ligne verte, mais je ne sais pas comment faire. Elle a apparu. Je me demande si c'est pas... OK. Bon, c'est pas très, très grave. Mais... Alors, la zone d'étude sur laquelle on a fait la plupart de nos études, c'est le sud de la Belgique, c'est la Wallonie et plus particulièrement l'Ardenne, que vous voyez ici. Les points ici, c'est un des ensembles de placettes dont je vais vous parler. Donc, on se trouve dans une zone où la température moyenne est comprise entre 7,5 et 9 degrés et les précipitations varient entre 800 et 1300 mm par an. On n'a pas échantillonné, on n'a pas étudié cette question dans tous les types de forêts. On n'a pas été notamment dans les peuplements résineux. On s'est plutôt concentré sur des peuplements feuillus, donc des hêtraies chaînées, charmées. Et on a restreint encore le cadre en se concentrant uniquement sur des peuplements gérés avec un couvert continu, donc sans coupe à blanc, sans plantation. On s'est également concentré de préférence sur des sites mésiques et méso-oligotrophes, donc des sites avec un apport d'eau moyen. On n'est pas sur des stations très sèches et des stations plutôt acides, mais pas non plus très pauvres, pas non plus sur des stations très riches, pas sur des sols calcaires. Et vous voyez ici les essences que l'on retrouve dans nos sites, dans les sites qu'on a étudiés. Je les ai classés par ordre de tolérance à l'ombre, parce que ça aura un lien avec la suite de la présentation. On a d'abord le hêtre, puis l'épicéal, le charme, l'érable sycomore, puis le chêne sicile, le frêne, le chêne pédonculé, et puis les deux bouleaux. Alors, dans la zone d'étude, on a également des populations ongulées qui ont bien augmenté depuis les années 80 et qui sont également un facteur important pour le développement de la régénération naturelle, dont celle du chêne. Alors, je vous l'ai dit, toutes ces études démarraient finalement d'une demande des forestiers de terrain et donc la demande, c'était de comment régénérer le chêne dans des forêts, donc essentiellement feuillues et gérées avec un couvert continu. Et on a identifié deux leviers. Le premier, c'était d'amener suffisamment de lumière pour que le chêne se régénère bien. Donc, première question, c'était d'arriver à définir quelle est cette quantité de lumière optimale, et puis de vérifier est-ce que dans ces conditions de lumière, le chêne est capable de concurrencer les autres espèces. Et une fois qu'on a défini le niveau optimal de lumière nécessaire pour le chêne, on voulait arriver à donner des recommandations pour les gestionnaires, pour leur dire, voilà, quel type d'éclaircie permet d'apporter suffisamment d'éclairement. Et le deuxième levier qu'on a voulu un peu investiguer, c'est celui des dégâts des ongulés. Donc, on a essayé de quantifier quel était l'impact des ongulés sur la croissance, notamment de la régénération de chênes, mais aussi de la régénération des autres espèces. Et donc, quel est aussi l'impact finalement des ongulés sur la diversité future ou la diversité de la régénération? Alors, pour la première question, on a installé 27 clôtures, ce qui nous permettait de suivre le développement de la régénération naturelle en mettant le facteur gibier de côté. Alors, ces 27 clôtures, elles ont été installées le long d'un gradient. On peut dire qu'il y a des structures et des compositions assez différentes. Ici, en haut à gauche, ça représente un des sites. Vous avez des nombres d'arbres par classe de diamètre, de nouveau. Donc, en fait, on voit qu'on a une chaînée assez irrégulière, mais dominée par du chêne. Et chaque histogramme représente un site différent. Et donc, vous voyez qu'on va de peuplements dominés par du chêne, de peuplements très mélangés, presque 50-50 entre du hêtre et du chêne. Et puis, à la fin du gradient, ici, des hêtraies, la hêtraie climatique, quasiment exclusivement dominée par du hêtre. Et donc, on s'est intéressé dans toutes ces structures et ces compositions de peuplement à voir dans quelles conditions le chêne se régénérait. Alors, donc, dans chacune des clôtures, on a installé
plus d'une dizaine d'unités d'échantillonnage de 2 mètres carrés. C'était des carrés qui étaient délimités par les piquets que vous voyez ici à l'intérieur de la clôture. Et dans chacune de ces petites zones de 2 mètres carrés, on a mesuré les 3 plus grands SMI de chaque espèce. Et on a fait ça pendant plusieurs années, pendant près de 5-6 ans. On a également pris des photographies hémisphériques au-dessus de chacun de ces placeaux carrés de 2 mètres carrés. Ça nous permettait de mesurer la lumière disponible pour les semis. Et puis après, on a fait une modélisation pour mettre en relation l'accroissement en hauteur, notamment des semis de chêne, de hêtre, de charme, en fonction de la lumière reçue et de leur taille initiale. Alors, avant de vous montrer les résultats, je voudrais vous présenter un peu l'hypothèse que l'on avait en tête et qu'on voulait essayer de tester. Alors, pour beaucoup d'espèces, ce n'est pas le cas évidemment pour tous les cas particuliers, comme on le verra, mais pour beaucoup d'espèces, généralement, il y a un compromis entre la croissance maximum et la disponibilité des ressources. Donc, il y a des espèces, par exemple l'espèce 2, ici, sur mon graphique, qui grandissent très vite quand les ressources sont très abondantes. Mais une fois que les ressources sont moins abondantes, ces espèces sont moins compétitrices que d'autres espèces. Ici, l'espèce 1. Si je traduis ça avec la compétition pour la lumière, on s'attend à ce que les espèces cyaphile, en fait, soient les seules en fait, à survivre lorsque l'éclairement est limité. Et par contre, une fois que l'éclairement devient plus abondant, ces espèces seraient moins compétitrices que d'autres espèces, des espèces semi-lyophiles. Et donc, on s'attendait à trouver un croisement entre ces courbes et à trouver un point d'éclairement ou un niveau d'éclairement qui serait favorable pour le chêne et moins favorable pour, par exemple, le hêtre. Et on n'a pas observé ça en réalité. Ici, vous avez les résultats, du coup, de nos mesures, de notre modélisation statistique. Vous avez en ordonnée l'accroissement en hauteur et en abscisse l'éclairement. L'éclairement entre 0 et 50%. Et ce graphique a été dessiné pour des semis d'une hauteur de 50 cm. Et vous voyez que les deux courbes ne se croisent pas. En vert foncé, c'est le hêtre, en vert clair, c'est le chêne. Le hêtre grandit toujours plus vite que le chêne, ici dans toutes les conditions que l'on a étudiées, que l'on a observées. Pour des semis plus grands, 150 cm, 300 cm, même constat, les semis de hêtre grandissent toujours plus vite que les semis de chêne. Évidemment, c'est une modélisation ici. Ce que je vous montre, c'est, vous pourrez imaginer comme une moyenne de l'accroissement des semis dominants. Il y a évidemment une variation autour de ces courbes et il n'est pas exclu que dans certaines conditions, un chêne très particulier, évidemment, soit plus rapide que des hêtres. Mais voilà, mais en moyenne, ce cas n'est pas fréquent. Surtout que généralement, le hêtre s'installe avant le chêne. Et donc, vous allez comparer plutôt en fait la croissance d'un hêtre de 150 cm avec un chêne qui en fait a pris un peu de retard et qui est seulement de 50 cm de hauteur. Et donc là, vous voyez que si on tient compte de ça, le chêne a toujours une longueur de retard, je pourrais dire, sur le hêtre. Pour résumer, pas de compromis entre la survie à l'ombre et la croissance maximum quand on compare en tout cas le hêtre et le chêne. Ces modèles nous ont permis de définir que le chêne avait besoin de 2 fois plus d'éclairement que le hêtre pour atteindre une croissance soutenue et que l'éclairement optimum était compris entre 20 et 40% d'éclairement relatif. À ce stade, avec 20 et 40% d'éclairement, on a une croissance qui est proche de l'asymptote, donc proche du maximum observé en tout cas pour nous dans nos sites. Et au-delà, on ne le recommande pas parce qu'on ne l'a pas vraiment quantifié, mais on se doute qu'il y a d'autres espèces qui vont devenir très compétitrices, comme la ronce par exemple ou la fougère. Alors je voudrais insister que ces résultats en fait ont été obtenus dans des conditions particulières. Donc on n'est pas dans des coupes à blanc par exemple, c'était toujours avec une gestion à couvert continu. C'est pour ça que l'éclairement relatif se situe entre 0 et 50%. Si on avait étudié la question dans des peuplements beaucoup plus ouverts, peut-être qu'on aurait vu un compromis. Voilà, ça, on ne l'a pas testé. Et enfin, je me suis concentré sur des sites mésiques et mésoligotrophes, et je ne suis pas certain non plus que j'aurais observé le même résultat si j'étais, par exemple, sur des versants sud très secs, où le hêtre, peut-être, la régénération du hêtre, peut-être, serait moins bien portée ou est moins abondante. Alors, je passe maintenant au deuxième volet. Maintenant qu'on sait qu'on doit apporter 20 à 40% d'éclairement relatif, comment faire?
Pour répondre à cette question, on a modélisé l'éclairement qui était intercepté par les arbres et du coup l'éclairement qui était transmis au niveau du sous-bois. Donc avec ce logiciel, ce modèle, on a pu tester dans chacun de nos sites différentes stratégies de coupe. On a par exemple testé qu'est-ce qui se passe si on fait des trouées, qu'est-ce qui se passe si on prélève plutôt les arbres les plus petits, donc une coupe par le bas, qu'est-ce qui se passe si on fait une coupe en prélevant préférentiellement les espèces sciaphiles, donc le hêtre et le charme essentiellement. Qu'est-ce qui se passe si on fait des coupes aléatoires et qu'est-ce qui se passe si on fait des coupes plutôt par le haut, donc qui prélèvent plutôt les arbres dominants. On a regardé l'impact sur la surface qui devenait favorable pour la régénération du chêne, donc on avait défini comme la surface qui recevait 20 à 40% d'éclairement. Et on a répété nos calculs en prélevant différentes intensités de coupe, en réalisant plutôt différentes intensités de coupe. Des coupes qui prélèvent 10, 20, 30 ou 60% de la surface terrière. Ça nous a permis de montrer que si on fait des trouées, ça peut être intéressant. Elles doivent être de taille généralement inférieure à 500 mètres carrés. Et les trouées permettent, en prélevant finalement peu de surface terrière, 10% ici, d'apporter suffisamment de lumière localement. Si on veut par contre apporter une lumière suffisante pour la régénération du chêne plus largement dans le peuplement, alors il peut être intéressant de faire surtout des coupes par le bas, prélever plutôt les arbres du sous-étage et également plutôt les arbres des espèces sciaphiles, le hêtre et le charme. Ces résultats nous ont également montré que ce qu'il fallait rechercher, c'était une bonne adéquation entre le type d'éclaircie et son intensité, puisque prélever 10% de la surface terrière en faisant une trouée ou 10% en faisant une coupe plutôt par le haut, ça n'avait pas du tout le même impact sur la surface qui devenait favorable pour la régénération du chêne. Alors, je passe maintenant au troisième volet, qui est celui du gibier et de son impact sur la régénération. Alors, pour l'étudier, on a suivi un dispositif assez vaste de 726 paires d'enclos et d'esclos, 726 paires de placettes. En fait, il y a un maillage systématique de 400 mètres. Donc, tous les 400 mètres, il y avait un point d'échantillonnage et on allait mesurer ce point d'échantillonnage dans certaines conditions. On le prenait en compte si on tombait dans un peuplement feuillu et à un endroit où la régénération était supposée pouvoir s'installer. Donc, elle n'était pas encore présente. On supposait qu'il y avait suffisamment de lumière disponible. Et si ces conditions étaient remplies, le dispositif était installé. C'est le dispositif que vous avez à l'écran. Donc, on a d'abord un enclos dans lequel il y a une placette de 6 mètres carrés qui est installée. Et puis, de part et d'autre, très proche, il y a deux exclos. Il y en a deux parce que si on en perdait un, parce que par exemple, il y a une machine qui roule à l'endroit de l'exclos, on avait le deuxième au cas où. Et dans chacune de ces placettes, on a mesuré la hauteur des 5 plus grands semis, le recouvrement des espèces ligneuses et herbacées, notamment. Et voilà le genre de résultat qu'on a pu produire. Vous avez ici, pour chacune des essences, la croissance en hauteur en fonction de la hauteur initiale. Donc ici, pour des hêtres et puis des épicéas, et puis le charme, le chêne, le bouleau et le sorbier. Il y a aussi les érables et d'autres espèces, mais qu'on va moins regarder parce qu'il y avait moins d'observations. Et vous avez en gris les observations d'accroissement dans l'enclos et en orange dans l'exclos. Dans l'exclos, c'est là où il pouvait notamment y avoir de l'abrutissement. Ce que l'on remarque, c'est qu'à une échelle très grande, de nouveau, pour vous rappeler, on a couvert quasiment toutes les forêts wallonnes. À cette échelle-là, il y a très peu d'impact de l'abrutissement sur le hêtre et sur l'épicéa. Par contre, sur le charme, sur le chêne, sur le bouleau et sur le sorbier, l'effet de l'abrutissement est ici évident. Et ces mesures et les statistiques qui ont suivi ont permis de quantifier quelle était la perte d'accroissement qui était imputable quelque part à l'abrutissement par les ongulés. Alors ici, une autre façon d'illustrer ces résultats de manière un peu plus simpliste, peut-être un peu moins rigoureuse, mais même avec des statistiques plus rigoureuses, on confirme finalement ce genre de résultats. Vous avez à gauche un classement des espèces en fonction de leur croissance. Donc, dans les enclos, là où il n'y avait pas de gibier, le bouleau était l'essence qui poussait le plus vite, 25 cm par an, une croissance en hauteur. Le bouleau était suivi ensuite par le sorbier, le charme, puis le hêtre, l'érable sycomore, l'épicéa et le chêne.
Dans les exclos, donc de nouveau, qui étaient juste à côté, hein, le bouleau est toujours l'espèce qui grandit le plus vite, mais en fait, sa croissance en hauteur a été réduite de 60%. Donc, ça montre quand même qu'on est dans des conditions où la lumière était relativement abondante, hein. On est dans des conditions où le bouleau ici pousse relativement bien, en moyenne, à travers tout le dispositif. L'espèce suivante qui poussait le mieux était ensuite l'épicéa et le hêtre, donc qui n'étaient pas du tout des espèces très compétitrices dans l'enclos, mais dans les exclos, elles deviennent très compétitrices. Elles sont plus compétitrices que le charme et que le sorbier. Donc la situation s'inverse un petit peu du fait de l'abrutissement. Par contre, pour le sujet d'aujourd'hui, le chêne, dans les deux cas, est l'espèce qui grandit le moins vite. Donc sa croissance a été fortement affectée par l'abrutissement, mais néanmoins, la situation n'est pas changée. C'est l'espèce qui grandit le moins vite dans les deux cas, avec et sans gibier. Alors, on était un petit peu plus loin pour voir l'impact de l'abrutissement sur l'ensemble de la régénération, sur sa diversité et sur sa composition. On a regardé au cours du temps, donc ici, c'est des suivis, les enclos et exclos ont été suivis entre 2016 et 2021. Et vous voyez qu'en 2016, dans les exclos, il y avait en moyenne un petit peu plus de diversité que dans les enclos, mais ce n'était pas statistiquement différent. Et puis au cours du temps, la diversité change. Et dans les régénérations, en fait, sont nettement moins diversifiées dans les exclos du fait de l'abrutissement que dans les enclos. On a ensuite regardé, pour chaque espèce, on lui a affecté un score lié à son affinité pour les températures élevées ou faibles. Plus le score était élevé, plus c'était une espèce qui était capable de tolérer des températures élevées. Et ensuite, on a regardé, on a moyenné ça à l'échelle du collectif de régénération pour voir est-ce qu'on avait plutôt des espèces qui étaient capables de survivre dans les températures élevées ou pas. Et pareil, ici, on a commencé à avoir une différence du fait de l'abrutissement, très vraisemblablement. Et on a vu que les espèces dans les exclos étaient des espèces plutôt liées à, ou qui tolèrent plutôt, qui ont besoin de températures plus fraîches que le collectif qui était présent dans les enclos. On a fait la même chose avec un score lié aux précipitations, à l'humidité et à la lumière. Et pour le dire plus simplement, du coup, l'abrutissement a eu un impact assez fort sur la diversité, a réduit la diversité. Et les espèces qui sont favorisées du fait de l'abrutissement, c'est des espèces qui sont moins tolérantes aux températures, qui ont besoin de plus d'humidité et qui sont plutôt des espèces sciaphiles. Et donc, ça montre un impact ici assez négatif sur la résilience future des forêts du fait de l'abrutissement. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. Il me reste 2 slides de conclusion. Donc, ces différentes études ont permis de confirmer que le chêne se régénère difficilement dans ce genre de peuplement, géré avec un couvert continu, s'il n'y a pas des interventions, donc des dégagements, des coupes adéquates, éventuellement des protections. Et donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, et on est en cours de travail là-dessus, c'est de tester et de comparer différents itinéraires sylvicoles, par exemple à l'aide de simulations, afin de trouver les itinéraires sylvicoles les plus efficaces et les moins coûteux. Et puis, une autre recommandation qui ne découle pas de nos travaux, mais qui découle de plusieurs articles, dont un que je vous mets à l'écran ici et que je vous conseille, c'est de se rendre compte finalement que le chêne se régénère finalement très mal en forêt, en tout cas sans intervention. Mais par contre, il se régénère abondamment en dehors des forêts, dans des prairies abandonnées, dans des lisières abandonnées. Et donc, ce qui est recommandé, notamment dans cet article, c'est d'essayer de changer un peu notre façon de voir la gestion à l'échelle du paysage. Pour le moment, elle est fixe. Il y a des zones agricoles, il y a des zones forestières et on ne permet pas le passage de l'un vers l'autre. Et si on le permettait, peut-être que ce serait favorable également pour le chêne. Bon, là, ce n'est pas pour le sylviculteur, c'est plutôt pour les décideurs à plus large échelle. Mais voilà, c'est une autre piste à creuser. Et voilà, j'ai terminé mon exposé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, voilà, j'attends vos questions. Merci beaucoup, Gauthier. On a quelques petites questions et juste pour rappel, vous pouvez les poser dans le chat si d'autres personnes veulent en poser. La première question qui t'est posée, c'est quelle est la taille des clôtures? Donc, je pense que tu y as peut-être plus ou moins répondu, mais je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu là-dessus. Ouais, alors elle était assez variable. Il y avait des très très grandes clôtures, certaines pour les plus grandes, on devait être à 3/4 d'hectare, quelque chose comme ça.
Et les plus petites, 200 mètres carrés. Donc, elles étaient assez grandes. Ça permettait d'avoir quand même au moins une dizaine d'unités d'échantillonnage de 2 mètres carrés dedans et chaque fois suffisamment espacées. Et donc, tout autour des clôtures aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait tous les arbres étaient cartographiés et mesurés dans un rayon de 20 ou 40 mètres en fonction des sites. Ok. Une autre question concernant la notion d'éclairement relatif. Et en fait, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que l'éclairement relatif? Oui, très bien. Euh, donc, on pourrait mesurer avec un capteur la lumière au-dessus de la canopée. On aurait l'éclairement qu'on appelle incident, l'éclairement total. Et on pourrait mettre un même capteur sous la canopée. Bon, on aurait un peu moins puisque une partie a été interceptée par les arbres. Et donc, ce que l'on mesurait sous la canopée au niveau de la régénération, divisé par le rayonnement incident mesuré au-dessus de la canopée, donnerait l'éclairement relatif. Donc, quand on dit qu'il faut 20-40% d'éclairement relatif pour le chêne, c'est 20-40% par rapport à ce qui est disponible au-dessus de la canopée ou dans un champ à côté en plein découvert. Est-ce qu'il y a eu une étude comparative avec du chêne pédonculé? Alors, il y a eu plusieurs études comparatives, donc c'est-à-dire, j'imagine, similaires. C'est difficile évidemment de répondre comme ça. Euh, Alors déjà, dans nos régénérations, il n'est pas exclu il y ait eu du chêne pédonculé. On était plutôt sur des stations propices au chêne sessile, mais il y a très vraisemblablement eu aussi du chêne pédonculé. En quel pourcentage, je ne sais pas. On n'a pas réussi à vraiment on n'a pas déterminé tous les chênes que l'on a mesurés. Il y en avait quand même vraiment beaucoup. Euh, donc, j'aurais tendance à dire que c'est assez similaire. Et que dans les observations que j'ai présentées aujourd'hui, c'est pas juste du chêne sessile, c'est un mélange des deux chênes. Voilà, ça c'est un élément de réponse. À ma connaissance, je pense pas qu'il y ait une étude qui ait fait vraiment la même chose avec le chêne pédonculé. C'est vrai qu'on peut s'attendre à certaines différences. Là, voilà, malheureusement, j'ai pas d'éléments plus précis pour répondre. D'accord, merci. Quelqu'un qui s'interroge sur le fait qu'en fait, il n'y aurait donc pas de chaînée climatique. Non, sauf peut-être sur certaines stations. Donc, par exemple, des versants sud très secs où on le retrouve généralement plus abondant. Mais effectivement, sur les stations que j'ai présentées, la forêt climatique, c'est plutôt une hêtraie. Et en fait, le chêne qu'on voit dans ces peuplements, il est là parce qu'il est très longévif et parce que dans le passé, il y avait soit des pratiques forestières qui étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, soit un usage des terres qui était différent aussi d'aujourd'hui. Et donc, on a cet héritage. Le chêne se maintient là parce qu'il est longévif, mais ça ne veut pas dire qu'il est là parce que il a toujours été là et que la forêt que l'on a aujourd'hui était la même que celle qu'il y a 100 ou 200 ans. Et donc, effectivement, on est c'est dynamique comme évolution. Et il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est figé dans la nature. Naturellement, la plupart de ces mélanges avec du chêne sont voués à évoluer. Et s'il n'y a pas de perturbation très importante, on se dirige vers des peuplements plus climatiques et donc plus dominés par des essences syaphiles. Il y a Catherine Moller qui pose une question concernant la faune et qui se demande si c'était surtout du chevreuil, du cerf ou bien si vous aviez les deux en fait. Alors, il y a les deux. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, c'était vraiment un dispositif fait à très grande échelle en région wallonne. Et donc, il y a des endroits où il n'y avait pas de cerf et il y avait du chevreuil, et des endroits où il y avait sans doute beaucoup de cerfs, mais du coup, il n'y avait pas de chevreuil, et des intermédiaires. Il y a peut-être même des endroits où il y avait un peu de daim, mais ça, c'est assez anecdotique. Ok. Il y a Monsieur Willem qui pose une question sur le rôle des pousses d'été, avec ou sans podium. Avec ou sans oïdium? Mhm. Bonne question. On l'a pas quantifié, on l'a observé sur le terrain. Mais oui, voilà, non, j'ai pas d'éléments de réponse.
pour vraiment dire est-ce que ça joue sur à quel point ça affecte la croissance, en tout cas des chênes. Et c'était assez variable d'une année à l'autre. Ouais, non, là, désolé, je ne sais pas être plus précis. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui demande la référence, tu sais, que tu as cité sur une des dernières diapos. Est-ce que tu pourrais remettre la diapo en question, peut-être le temps que les personnes qui sont intéressées la notent? Voilà, super, merci. Et une question de Anna Auvert qui se demande, ce n'est peut-être pas valable en Belgique ou dans le nord-est de la France, mais le chêne Cécile n'est théoriquement pas pionnier. Il est lié à des cortèges ectoblicorisiens tardifs. Il est classé entre dryades et post-pionnières. Ce n'est pas une espèce de milieu vert. Il est climatique dans les milieux plus secs et moins acides que ce qui a été présenté. Voilà, une remarque. Je sais pas si tu veux Ouais, réagir. non, mais ça confirme enfin, ce que je disais, c'est en tout cas sur les milieux plus secs. Donc effectivement, là, on le retrouve de manière, il est souvent plus abondant sur ces milieux-là. Par contre, je suis pas sûr qu'au niveau de la régénération et de la compétition entre le chêne et le hêtre, on verrait vraiment des différences. Ça je joue peut-être sur la survie plus tard et sur le maintien d'arbres adultes, notamment de hêtres qui peut-être dans des stations plus sèches n'arrivent pas à se maintenir. Mais je suis pas sûr qu'au niveau de la compétition dans la régénération, on va vraiment voir des différences. Donc voilà, après, je me méfie parfois maintenant un peu des classifications des espèces où on les met en semi-lyophile, en pionnier. Et le chêne est un peu particulier, on le voit bien. Ici, il a une stratégie qui est bien à lui et qui est pas. Tous les pionniers n'ont pas la même stratégie. Et donc, ça explique une partie des résultats que j'ai montrés, ou de ses particularités plutôt. Ok, merci. Une autre question. Ah, je l'ai perdue. Ah oui. Euh, c'est une question de B. Marin. Peut-on supposer qu'avec le dérèglement climatique, la régénération de chênes sera avantagée par rapport à celle du hêtre? Bonne question. Je ne sais pas. Avec nos données, en tout cas, on n'a pas les éléments pour pouvoir le dire. Et ça rejoint un peu la discussion précédente. Qu'est-ce qui se passerait sur des stations plus sèches, sur des versants chauds? Si on avait mesuré, on aurait une partie de la réponse. Et voilà, comme je le disais, ben voilà, on voit qu'il y a que le chêne est plus abondant et que peut-être il est climatique dans ces conditions. Mais est-ce qu'au niveau de la régénération, ça change vraiment quelque chose? Ça, c'est encore à démontrer. Et Guillaume pose une question concernant la comparaison. Est-ce que, en fait, vous avez des comparaisons de résultats de l'effet de l'éclairement sur des îlots de régénération artificielle, sur le besoin en éclairement, la taille de la trouée, etc. Non, non, ça, on n'a pas fait. On s'est concentré sur de la régénération naturelle. Ok. Et Florence qui pose une question sur les placettes. Est-ce qu'elles étaient disposées sur un gradient d'humidité des sols ou elles étaient vraiment dans une même gamme, en fait, plutôt, une catégorie? Alors, on a visé d'être plus ou moins dans une même gamme. Et donc, on était plutôt sur des plateaux. On était en Ardennes où c'est des schistes gréseux, des sols moyennement profonds. Donc, on était sans doute entre 60, 80, 100 cm de profondeur. Donc voilà, il y avait des différences forcément parce qu'il y a des sites qui étaient quand même à presque 100 km les uns des autres. Mais ben voilà, c'était pas des conditions trop variables non plus entre sites. Ok. Et une question est posée sur l'abrutissement. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une différence sur l'intensité de cet abrutissement entre la richesse des sols, sur des sols pauvres? Est-ce que, il y avait une différence d'abrutissement sur ces sols? Euh, alors, c'est pas moi qui ai fait les analyses pour cette partie-là, donc j'ai pas envie de dire non parce que je pense que la question a été creusée, mais j'ai pas tous les éléments. Euh, Ce qui est sûr, c'est que quand la diversité est différente, parce que sur les sols plus riches, ben, souvent il y a une diversité initiale, en tout cas, qui était différente, l'impact sur les différentes espèces présentes est également différent. Euh,
Voilà, je suis désolé, je n'ai pas d'éléments beaucoup plus précis sur cet aspect-là qu'on a creusé un peu moins spécifiquement en tout cas. Donc Ok. là, par contre, la référence à aller voir, c'est celle de Romain Candal, en fait, 2023, publiée dans la revue Forest. Ok. Et peut-être une dernière une question avant de passer à la présentation suivante. Est-ce que vous avez utilisé le LAI, donc Leaf Area Index, comme paramètre d'analyse? Non, on a directement utilisé l'éclairement relatif. Les deux sont liés, hein, notamment quand on fait des calculs de l'interception de la lumière par chacun des houppiers. Ces fonctions, pas du Leaf Area Index, mais du Leaf Area Density, les deux sont très proches également. Donc il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le LAI et l'éclairement relatif. On a préféré l'éclairement relatif parce que pour nous, c'était plus proche du processus biologique qui est en jeu, que la croissance des espèces dépend plutôt de la lumière qu'ils reçoivent plutôt que du LAI, du peuplement qui est au-dessus. Et le LAI, c'est donc une surface de feuilles divisée par une surface de sol. Donc, par exemple, c'est 4 mètres carrés de feuilles pour 4 mètres carrés de sol. Et dans des peuplements réguliers, équiennes, c'est une grandeur très pertinente. Dans des peuplements plus irréguliers, le LAI voilà, est peut-être pas le meilleur indicateur pour prédire en tout cas la quantité de lumière disponible pour chacun des signes. Ok. Merci beaucoup Gauthier pour cette présentation et pour la réponse à toutes ces questions. Je propose de passer maintenant à la présentation de Sylvain, Sylvain Gaudin, si tu veux bien prendre la parole. Alors, donc, on va parler d'un thème un petit peu différent, même s'il y a des choses qui se rejoignent, et j'ai vu que certaines questions, notamment sur la place du être dans le futur, qui a été posée dans le chat, ben, j'aurais peut-être quelques éléments de réponse dans un contexte de plateau calcaire. Et donc, les deux parmi les plus forts piliers de la sylviculture SMCC donc, sont le couvert continu et le mélange des essences. Alors pourquoi notamment mélanger les essences? Là, on a par exemple une vue aérienne d'un peuplement où il y a du pin sylvestre, du chêne, cécile, du hêtre, du bouleau, etc. Eh bien, d'une part, pour diversifier la production, et c'est ce dont on parlait beaucoup initialement, mais également pour augmenter la biodiversité et la résilience des forêts, notamment dans le cadre du changement climatique. Et donc, nous avons travaillé sur ce sujet à l'échelle de plusieurs régions naturelles. Et dans cette présentation, je vais amener quelques éléments et présenter la méthode de travail que nous avons suivie. Alors, si on replace de manière globale les besoins des arbres, on a besoin d'un d'éclairement, enfin de lumière, de soleil. Pour la photosynthèse, on en a pas mal parlé jusqu'à maintenant. Tout ce qui est précipitation, température, vent. Et si je classe tous ces facteurs de croissance au sens large, j'ai à la fois des facteurs qui sont fixes dans le temps, comme la topographie, l'exposition, la géologie, le sol, tout ça, ça évolue très, très, très lentement, et des facteurs qui sont devenus relativement variables et rapidement. Tout ce qui est climat, bien entendu, également, même si ce n'est pas encore significatif partout, notamment en plaine, une évolution de la flore du sous-bois, sachant qu'on se sert de plantes indicatrices pour qualifier les stations. Autre point à prendre en compte, c'est que les facteurs qui sont fixes dans le temps, comme la topographie, l'exposition, la géologie des sols, varient pas mal dans l'espace. En gros, sur une même forêt, selon qu'on soit sur un versant sud ou un versant nord distant de quelques dizaines de mètres, on va voir des choses qui changent, tout comme l'épaisseur des sols ou leurs contraintes comme l'engorgement, la carbonatation, etc., peuvent varier également rapidement sur les massifs forestiers. En revanche, les facteurs variables comme le climat ont, eux, plutôt une distribution assez large et ne varient pas à une échelle fine, contrairement aux facteurs purement stationnels, édaphiques notamment. Alors, je vais vous parler de différents, enfin, surtout d'un travail particulier, Calclim, qui est un travail d'équipe. J'ai d'ailleurs vu que Sabine, notre chargée de mission de l'époque, était connectée. Donc voilà, j'en profite pour la remercier pour tout le travail fait. Et on a développer de nouvelles méthodes avec nos collègues de Normandie. Donc, pour ceux qui connaissent la Normandie, ça a donné le projet EcoGéodine avec un travail sur les stations à l'échelle d'une région administrative. Et nous, on s'est lancé donc initialement sur les plateaux calcaires avec le projet Calclim, donc qui couvre l'ensemble des plateaux calcaires du quart nord-est de la France. Et on est en train de finaliser
un autre travail analogue sur les Vosges avec une méthode relativement proche. Sachant que le guide des plateaux calcaires qui intègre l'aspect opérationnel de ces travaux est disponible depuis 2 ans et on fait régulièrement des sessions de formation sur ce document. Alors, comment on a travaillé? On partait d'un constat qui était que les climats sont variables à une échelle relativement fine. Et on a pu bénéficier d'une base de données issue d'AgroParisTech, qui est la base de données Digitalis, qui nous a fourni un certain nombre d'informations d'ordre climatique, donc des températures, des précipitations, des radiations, de l'évapotranspiration potentielle, du bilan hydrique climatique, à une échelle fine, avec une grille de 1 km sur 1 km, et des données qui étaient soit annuelles, soit saisonnières, soit mensuelles. Donc, on avait une grosse base de données conséquente, très riche, et on a créé donc une typologie avec différents outils de traitement statistique, une typologie des climats. Donc, une typologie assez fine, sachant qu'on avait filtré à l'altitude de 650 mètres, parce qu'au-delà, on attaque les climats de montagne, qui complexifie un peu le problème. Donc, dans un premier temps, pour les plateaux calcaires, comme l'altitude des plateaux calcaires ne dépassait pas 650 mètres, on a filtré pour étudier essentiellement les climats de plaine. On est quand même arrivé à 41 types climatiques. Alors, pourquoi 41, pas 45 ou pas 38? Tout simplement parce que la partition qui nous était proposée correspondait bien à des limites climatiques que l'on observe actuellement. On a par exemple des frontières assez nettes entre la Champagne humide et les plateaux calcaires, pour citer 2 régions naturelles, ou entre l'Argonne et la Champagne humide. Et on retrouve sur cette carte ces paramètres-là, sachant que la variabilité climatique, on la ressent notamment avec des plantes indicatrices de climats plus continentaux ou plus montagnards qu'on retrouve dans certaines régions de plaine et qui nous aidaient à bien valider ces frontières. Donc on est resté sur tous ces types climatiques. Alors on l'a fait à l'échelle nationale, on verra pourquoi tout à l'heure. Et on avait 12 types qui étaient interceptés par la sylvoécorégion qui nous intéresse, c'est-à-dire les plateaux calcaires qui sont ici avec les contours noirs. Donc ça, c'est le climat, la partition actuelle des climats, qui montre déjà qu'on a des différences, même à l'échelle d'une grande région naturelle, avec des climats plutôt favorables au nord et un peu plus secs et un peu moins arrosés au sud. Mais ça, on le savait déjà, mais ça nous a permis de le quantifier. Et quand on a eu cette partition, on a pu bénéficier de données plus anciennes. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on voit déjà un signal de changement climatique entre les climats dont on a la partition actuelle et ces mêmes climats dans lesquels, enfin, la même typologie dans laquelle on injecterait des données plus anciennes. Donc, pour expliciter ça, le mieux, c'est de voir la carte. Et j'ai été un petit peu surpris quand j'ai vu cette carte parce que je ne pensais pas que le signal qu'on allait obtenir sur une période relativement courte, 25 ans à l'échelle climatique, c'est quand même court. Je ne pensais pas que ce signal serait visible, alors qu'il l'est nettement. Alors, vous voyez qu'il y a des différences de couleurs, sûrement des déplacements. Donc, on avait 4 hypothèses à tester. Une qui est, est-ce que les climats se déplacent? La deuxième qui est, est-ce qu'ils changent d'emprise? Est-ce qu'ils occupent plus ou moins de surface entre une période et une autre? Et puis, 2 autres hypothèses que notre méthode de travail ne permettait pas forcément de vérifier, qui sont des apparitions, c'est-à-dire des climats qui n'existaient pas avant, ou des disparitions, c'est-à-dire des climats qui vont petit à petit voir leur surface complètement réduite, voire passer à zéro. Donc, pour les 2 premiers aspects, la carte qui a été réalisée par Sabine montre bien qu'on a des déplacements et qui sont des déplacements qui m'ont surpris par leur ampleur. Alors, pas par leur direction, parce qu'on voit bien globalement, on va du sud vers le nord, sachant que vous avez, par exemple, pour le climat 13 au centre de la carte, le centroïde d'origine de la patate climatique, celui d'arrivée et donc la direction globale, et les chiffres sont le nombre de kilomètres. Donc, par exemple, le climat 13 est remonté globalement vers le nord-nord-est de environ 120 km, d'après notre typologie et les modèles, et les données qui nous ont été fournies. Donc, c'est quelque chose d'assez conséquent et plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus d'une centaine de kilomètres pour les mouvements, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas être aussi marqué que ça. Voilà. Ensuite, donc ça, on est déjà en plein mouvement de climat. En ce qui concerne les changements d'emprise, les surfaces occupées, là, on a un graphique qui présente les précipitations annuelles moyennes
sur l'axe des ordonnées et les températures moyennes en abscisse pour essayer de positionner chaque climat. Donc, chaque bulle correspond à un climat. Et ceux qui sont en expansion, en dilatation, sont en vert et ceux qui sont en rétractation en rouge. Donc, le signal est un peu moins net, notamment parce qu'ici, on mélange des climats de toute la France de plaine, donc depuis le nord de la France jusqu'au climat méditerranéen. C'est pour ça que la réponse n'est pas forcément très nette. Mais on a constaté que globalement, c'était plutôt les climats froids et assez bien arrosés qui étaient en rétractation, alors que les climats chauds et secs sont plutôt en dilatation et ont des changements d'emprise. Donc ça permettait déjà de quantifier les choses et puis de vérifier nos hypothèses pour la suite. Alors, au lieu de regarder le passé, on a ensuite regardé l'avenir en utilisant plusieurs scénarios, plusieurs modèles. Donc, on retrouve tout simplement les scénarios du GIEC. Les modèles, je n'ai pas le détail, mais on a pris un cocktail, on va dire, de modèles, avec deux périodes qui nous intéressaient. Le moyen terme, qui pour un sylviculteur est un peu ce qui va le guider pour le martelage, pour la gestion du mélange, voilà, pour des actions à quelques dizaines d'années avec environ 2050 comme échéance temporelle. Et le long terme, on est plutôt dans le domaine de la plantation, de l'introduction de nouvelles essences. Alors, autant pour le moyen terme, il y avait une certaine convergence avec les climats qui sont en rose sur la carte, correspondent à cette remontée vers les plateaux calcaires. Et il y a une divergence entre un long terme, entre guillemets, optimiste, où c'est plutôt le sud-ouest qui grimperait au niveau des plateaux calcaires, et le pessimiste, où ça serait plutôt la région méditerranéenne, voilà, qui donnerait les climats les plus, je dirais pas vraisemblables, mais enfin, bon, ceux qui sortent en fonction de ces modèles-là. Donc voilà pour ça. Et fort de cette étude, eh bien, on a pour chaque station du futur guide construit des tableaux qui, d'une part, indiquent quelles sont déjà les variations de potentialité d'essence selon les grandes zones climatiques et qui indiquent les risques pour le moyen terme et le long terme. Donc, on va commencer par la distribution actuelle des essences. Donc, on a une partition climatique à l'échelle des plateaux calcaires. On a simplifié, on a réduit, on s'est restreint à 4 grands types climatiques plutôt que les 12 qui étaient initialement interceptés. Là, on est sur une unité stationnelle à réserve en eau plutôt faible, mais qui est très fréquente. L'unité stationnelle P3 de plateau, c'est quelque chose de très fréquent sur les plateaux calcaires. Et donc, on a rempli pour cette unité stationnelle-là, et toutes les autres aussi après, des tableaux où on avait les climats nord, centre, ouest et est qui correspondent aux 4 colonnes du tableau que vous avez à droite, et les différentes essences qui pouvaient être rencontrées ou favorisées sur cette station. Donc là, ça a été un gros travail collectif de construction de ces tableaux. On a bien entendu utilisé les catalogues et les guides des stations existants qui nous donnaient notamment les aspects d'adéquation à la station, la tolérance à la carbonatation, les besoins en eau édaphique, la résistance à l'engorgement, etc. On a mobilisé tout ce qu'on a pu comme travaux d'haute écologie des essences, les études de stations de production, on en avait quelques-unes sur la zone d'études. On avait également la base de données climat-essence qui commençait à émerger, qui n'était pas encore définitive, mais on a travaillé un petit peu dessus et avec. Et également tout ce qui est présence et abondance selon les résultats de l'inventaire forestier national sur la zone d'études. Tout ça a été croisé après, aussi bien en forêt publique qu'en forêt privée, par des expertises locales. Beaucoup de lecteurs des premières versions nous ont fait remonter des remarques. Et on a donc modifié ces tableaux de manière à intégrer ces remarques, mais à garder une cohérence globale entre les différents climats et les différentes stations. Donc ça, c'était pour la première partie du tableau, pour représenter déjà la variabilité climatique qu'on peut avoir sur certaines stations. Si je prends un exemple, bon, qui n'est pas l'essence à la mode en ce moment, mais qui réagit bien au climat qu'elle freine, sur des sols très superficiels comme l'unité P3, si on est en climat très favorable, comme le climat nord, c'est-à-dire sur les plateaux calcaires de la Meuse ou près de la frontière belge, eh bien, cette essence n'est pas parfaitement en station. La couleur vert clair, ce n'est pas l'idéal, mais ça pousse quand même et on en trouve. Alors que si on va en climat ouest, c'est-à-dire en Bourgogne, il est en rouge tout simplement parce qu'on n'a pas une compensation climatique suffisante par rapport à une réserve en eau très faible sur cette station. Donc, on voit déjà que certaines essences ont une réaction forte par rapport à la variabilité climatique, les conditions de topographie et de sol étant identiques par ailleurs. Donc, voilà pour cette diversité, enfin cette variabilité actuelle. Et on s'est lancé dans un travail, on va dire, ambitieux, qui était de remplir les risques à moyen terme, à long terme. Donc là, on change de couleur avec du rose où on considère que le risque est faible, jusqu'au violet foncé où le risque est élevé. Bon, selon plein d'informations qu'on avait, pas toujours concordantes.
Donc, tout ce qui a été modélisation d'évolution des types climatiques dont on a parlé, tout ce qui est haute écologie des essences, parce qu'on connaît quand même pour une partie d'entre elles leurs besoins, aussi bien en humidité enfin, humidité édaphique qu'en humidité climatique. Base de données Climessence, bien entendu, qui faisait une synthèse là-dessus, des expertises diverses, et on a vérifié également la cohérence globale. On n'a pas intégré directement les risques sanitaires pour des essences particulièrement fragiles en ce moment, comme le frêne ou l'épicéa, où on a pas mal de dépérissement. Enfin, on l'a intégré de manière secondaire, en tout cas. Alors, je représente 3 unités stationnelles pour vous montrer les résultats. Donc, ça sont des pages types du guide. Donc, la station P3 dont je parlais tout à l'heure, sol assez peu épais, avec une réserve en eau relativement faible. Eh bien, on voit que pour beaucoup d'essences qui sont présentes, on a quand même des couleurs qui deviennent très foncées à moyen terme et à long terme. Et ce qui veut dire que ce sont des unités stationnelles qui, pour l'instant, avaient des potentialités qui n'étaient pas si mauvaises que ça, mais dont une grande partie de la fertilité tenait à une bonne pluviométrie, bien répartie sur toute la saison de végétation notamment, et une forte humidité atmosphérique pour certaines essences. Donc ça marchait bien, mais uniquement, enfin, en grande partie grâce à du climat. Et on voit d'ailleurs pas mal de décrochement d'un certain nombre d'espèces, d'essences, sur cette unité depuis quelques années. Donc ça confirme un peu nos hypothèses. En revanche, si je prends une autre station un peu plus rare à l'échelle des plateaux calcaires, pour laquelle on a un gros plaquage de limon de plusieurs dizaines de centimètres, voire de plus d'un mètre, on a quelques cas un peu exceptionnels, où là, on a une bien meilleure réserve utile. On a été, on va dire, plus optimiste par rapport justement à cette compensation par la réserve utile pour un certain nombre d'essences. Donc, que le hêtre, par exemple, soit fortement défavorisé sur la station précédente, c'est logique et on le voit. On espère, enfin, on a quelques éléments factuels qui nous permettent de penser qu'on aura moins sur le moyen ou sur le long terme de problèmes pour le hêtre, en tout cas pour l'espèce. Après, pour chaque arbre, c'est différent parce qu'on peut avoir des hêtres sur ces stations où on a beaucoup de réserves utiles qui n'ont pas forcément des développements racinaires très forts dans la mesure où il n'y avait pas besoin d'une bonne réserve en eau jusqu'à maintenant. Il suffisait de s'enraciner sur les 50 premiers centimètres, sur le premier, enfin, voire un peu plus pour avoir suffisamment d'eau comme la réserve utile était régulièrement rechargée en cours de saison de végétation. Et là, il faudra peut-être que ces arbres s'adaptent ou que leurs descendants également aillent peut-être chercher de l'eau plus profondément que jusqu'à maintenant. Mais là, on a peu de travaux là-dessus. Autre exemple, donc une unité stationnelle de versant nord, et où là, on a également considéré que pour une partie des essences, la topographie jouait un rôle fort et l'exposition. On le constate déjà, c'est-à-dire quand on va en Bourgogne dans les situations les plus limites climatiquement, on voit bien que le hêtre est présent sur ces versants nord et que quelques dizaines de mètres plus loin sur le versant sud, on est plutôt sur du chêne, voire du chêne pubescent dans certains cas, enfin chêne sessiles ou chêne pubescent, alors que le climat régional est le même, c'est vraiment le topoclimat, l'exposition locale qui va fortement influer. Donc on a considéré que cet effet allait perdurer parce qu'il n'y a pas de raison que l'exposition et les quantités de chaleur reçue changent dans le futur, enfin, elles vont changer dans le futur, mais l'exposition sera toujours favorable ou défavorable. Donc, on a tenu compte de ça, tout comme on a été très, très prudent et on a été voilà, sur les versants sud où là, on a dit, eh bien là, c'est là où on aura peut-être les plus gros problèmes, sachant qu'on a souvent quand même des peuplements qui sont déjà pas mal adaptés à la sécheresse sur ces versants sud. Alors, ça peut être le cas, par exemple, sur les chênaies pubescentes dans le sud de la région, la sylvo-écorégion. C'est un peu moins le cas dans la partie nord, où on a des haies très sèches calcicoles, hein, le céphaloptérophagion, où on maintient du hêtre sur des versants sud pour des raisons purement climatiques. Donc là, on pense que ces peuplements basculeront peut-être très rapidement et que le hêtre va vite trouver ses limites dans ces conditions très particulières. Après, j'avais une remarque intéressante lors d'une formation, lors d'une journée de prise en main de ce document. Pourquoi ne pas aller chercher quelques hêtres, justement, qui ont été un peu habitués à la dure de ces versants sud, qui sont adaptés au climat quand même global, local, peut-être plutôt que de la migration assistée avec des provenances très sudistes. C'est une question qu'on se pose. On n'a pas du tout d'éléments de réponse là-dessus, mais ça sera peut-être des choses à travailler dans le futur. Deux petits mots pour finir, pour revenir un peu sur la sylviculture et la logique au Silva. Là, je vous ai représenté comme des coupes un peu par bande. Et on voit que sous un couvert très fermé, on a peu d'éclairement. Ben ça, avec l'intervention tout à l'heure de Gauthier, vous en êtes convaincu. Mais également peu d'évapotranspiration. Alors qu'en plein découvert, eh bien, on a beaucoup plus d'énergie reçue, beaucoup plus d'évapotranspiration.
et des conditions très différentes pour les espèces. Donc, les gens ont souvent tendance à penser en premier, je le vois parmi tous les interlocuteurs que j'ai en tant qu'ingénieur de CRPF, les gens ont souvent tendance à penser changement climatique égale changement d'essence et à oublier l'aspect sylvicole, le dosage du couvert, le maintien d'espèces en sous-étage. Et pour moi, c'est aussi fondamental. Également, le fait qu'on ait certains peuplements qui soient très chargés, où on dépasse 25-30 mètres carrés de surface terrière, eh bien, on a aussi peut-être des opérations sylvicoles à faire comment on va dire, de diminution du capital, tout simplement, pour limiter le risque climatique. Et les gens qui travaillent sur l'écophysiologie nous alertent régulièrement là-dessus, sur la diminution notamment du LAI dont on parlait tout à l'heure dans les questions. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, si on est obligé de passer par des tests de futaies régulières pour comparer les essences, pour voir leur tolérance climatique, etc., donc avec des plantations comparatives ou des îlots. Ça, c'est obligatoire pour la partie quantification, pour la partie test et recherche. Euh, pour beaucoup d'espèces, on pense plutôt, après, dans le cadre de la gestion, à des introductions, justement en maintenant le couvert, en profitant des trouées. Et là, j'ai bien apprécié ce qu'on a vu tout à l'heure sur une des diapos, avec les différentes méthodes pour apporter la lumière au sol, avec différents types de coupes, depuis la trouée jusqu'à du travail plus sur le sous-étage ou l'étage dominant. Donc ça, c'est intéressant. Et on est bien dans cette logique-là. Et puis, dernier point, il y a plein de méthodes qui existent. Donc, ce que je vous ai présenté ici avec CalClim, c'est une parmi d'autres. On a d'autres outils qui s'intéressent au sol, aux essences. Ce qui est certain, et j'insiste beaucoup là-dessus, pour faire régulièrement des formations à la pédologie et aux stations, c'est qu'on part avec beaucoup de retard sur la prise en compte des sols, de leur diversité, sur les cartes de station. On est quand même, enfin, il y a des grosses différences entre forêt publique et forêt privée, mais on a quand même de gros besoins de bien identifier les sols parce que ça fera partie, je l'espère, des facteurs partiellement compensateurs du changement climatique. Donc, je prêche régulièrement là-dessus, sur ce sujet, en disant ben, il faut qu'on s'améliore. On a pu passer un petit peu à côté, ben, il y avait des forêts de chênes qui se portaient bien, on ne regardait pas trop le sol, on renouvelait et c'était bien et on ne prenait pas de risques. Eh bien, là je reprends le cas du hêtre qui va bien actuellement ou qui ne va pas trop mal, si on ne regarde pas le sol, les évolutions futures, et si on repart sur du hêtre, on aura beaucoup de soucis dans un certain nombre de cas. Donc ça, on peut quand même anticiper les choses et améliorer la sylviculture et le dosage pardon, des essences dans le cadre de la sylviculture irrégulière, en regardant mieux ce qui se passe sous nos pieds. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation, Sylvain. On a déjà eu quelques questions. Je vais te poser la première, si tu veux bien. C'est une question qui concernait le sol. Et la question était de savoir si le sol était toujours un facteur fixe. Un facteur, pardon, je n'ai pas entendu. Un facteur fixe? Ah, dans un premier temps, je dirais oui, parce que on a l'échelle des temps géologiques qui est très longue, plusieurs millions d'années. L'échelle des temps pédologiques, c'est plusieurs, on va dire, milliers, dizaines de milliers d'années, hein, les évolutions de sol. Ce qui pourrait changer, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est si on passe par des phases de coupes violentes, des dépérissements généralisés, ça peut être des phénomènes d'érosion qu'on a assez peu pour l'instant dans les contrées dans lesquelles je travaille, c'est-à-dire globalement le quart nord-est de la France, mais autant des phénomènes d'évolution des sols, naturels des sols, c'est très très lent, c'est quelques millimètres par dizaines ou centaines d'années. Enfin voilà, c'est vraiment ridicule. Mais un phénomène d'érosion, ça peut être brutal et très fort. Et là, imaginez des sols profonds qui seraient maintenus sur versant et qui permettent une bonne réserve en eau, forte coupe rase, pluie importante et pas de protection par la végétation. On pourrait avoir ces phénomènes d'érosion. Il y a des programmes justement de suivi de la bonne santé des sols forestiers, aussi bien d'un point de vue chimique que tassement qu'érosion. On a des outils maintenant qui permettent aux gestionnaires d'avoir des éléments là-dessus. Donc, la fixité, oui, mais dans certaines limites. Un autre point dont je n'ai pas parlé ici, mais ça concerne plus les sols de milieux alluviaux. Les sols de milieux alluviaux, une bonne partie de leur fertilité dépend de la nappe et de sa profondeur, notamment pour les remontées capillaires. Si on a des changements forts des régimes des rivières et des nappes alluviales, avec notamment des baisses, ça peut changer fortement la fertilité des sols dans les milieux de vallée.
Donc, globalement, le sol ne bouge pas, mais on a quand même quelques exceptions possibles qui sont à surveiller. Ok. Une autre question concernant les données climatiques. Est-ce que ces données sont-elles prises en forêt ou bien en dehors des forêts? Et donc, quelle prise en compte finalement de l'ambiance forestière? Alors, la plupart des données, alors, si je ne dis pas de bêtises, sont plutôt sur des postes météo qui sont non forestiers. Euh, Quand on passe, alors là c'est dommage, ça serait à Christian Piédalu de répondre parce que c'est lui qui a créé la base, mais quand on passe de quelques milliers de postes météo à une carte à l'échelle kilométrique, on fait du crigeage, on fait de l'extrapolation. Et parmi ces extrapolations, on tient compte des vents dominants, du relief, enfin, il y a pas mal de covariables alors que je ne connais pas dans le détail, mais qui sont utilisées. Et on part quand même que d'une donnée qui sont des postes météo essentiellement non forestiers. On sait qu'il y a des différences. Alors des différences d'une part à l'échelle des massifs, c'est-à-dire que, exemple, pour prendre le cas de l'Argonne, on a peu de postes météo, ils sont plutôt en périphérie, et on a quelques éléments qui nous font dire qu'en termes même de pluviométrie annuelle, on a des différences. Donc là, c'est bien au-dessus, c'est ce qui tombe sur la forêt, hein, ce n'est pas ce qui compte au niveau du peuplement. Et après, il y a de la variabilité, effectivement, tout ce qui est ambiance forestière, on est à l'échelle d'un microclimat avec l'éclairement relatif qui va jouer sur l'ambiance forestière. Après, là, on a moins de données là-dessus. Et nous, on a décidé, dans le cadre de Calclim, de garder les aspects locaux. Alors, le vraiment local, c'est la sylviculture, c'est le LAI, c'est la surface terrière, ce sont tous ces indicateurs-là qui vont nous parler d'éclairement relatif et donc de maintien ou pas de l'ambiance forestière. À une échelle un peu plus moyenne, qui est celle du topoclimat, nous, on l'a gardé dans les types de stations et on ne l'a pas intégré dans les modèles de climat parce que en pleine, une maille kilométrique, c'est pas assez précis pour voir les effets, par exemple, de versants. Enfin, on ne les voyait pas nettement et on a préféré rester sur une échelle kilométrique et tester l'aspect plus local, notamment topoclimatique, enfin, le garder pour les différents types de stations. Sachant que la végétation bouge, les sols également à ce niveau-là, donc on a préféré rester là-dessus. Et l'aspect microclimat, bah, c'est vraiment de la sylviculture. On sort de notre cadre. Voilà. Et est-ce que tu aurais une date à donner pour une nouvelle analyse digitalisée? Est-ce qu'il y en a une nouvelle qui est prévue? Et si oui, est-ce que tu aurais une date à donner? Alors, nous, ça bloquait, on est resté sur 2010 pour construire les types. Je sais que sur les Vosges, on a pu travailler sur 2011-2019 en plus. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que ça a sacrément bougé déjà sur cette période-là, hein, avec notamment les années 18, 19 et 20 qui doivent vous parler climatiquement, hein. Ça a été notamment ce qui a lancé la crise des scolites, hein. On était dans des années très compliquées et il n'y a pas que les scolites, on a des soucis de dépérissement sur le sapin dans les Vosges, sur le hêtre en plaine, etc. Donc on a pu l'intégrer pour les Vosges, mais on ne l'avait pas à l'époque, ce n'était pas encore sorti pour les plateaux calcaires. Donc on aura une plage de validité climatique un petit peu plus large, enfin un petit peu plus récente surtout pour les Vosges pour le futur. Mais on n'a pas prévu de remise à jour du travail sur les plateaux calcaires pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ok. Il y a Thomas Seda qui pose une question sur l'évolution, pardon, et le déplacement du climat dans les deux scénarios futurs pour le changement climatique et pour savoir en fait si elle se base uniquement sur la température. Ah non, du tout. Donc, c'est vraiment, je vais revenir en arrière pour la diapo, comme ça me permettra d'avoir le support. Hop, c'était celle-là, voilà. Euh, donc, surtout, non, c'est même pas ça qui est important, hop, voilà. Ça se fonde sur tout un cortège d'indices. C'est-à-dire que les types climatiques, ils sont issus d'analyses multivariées. Alors, je n'ai pas trop détaillé tout à l'heure, mais donc, analyse en composantes principales, classification automatique et validation par analyse discriminante derrière, analyse factorielle discriminante. Et on intègre bien l'ensemble des températures avec les min, les max, l'amplitude, les précipitations, les radiations solaires, le TP. Donc, c'est vraiment tout un, comment on va dire, toute une série de données climatiques, sachant qu'après, on constate, alors là, j'ai plus les données des détails, mais nos axes sont interprétables, au moins les premiers. On sait qu'on a des axes plus liés à la température, plus liés aux précipitations ou un cumul de tout ça, enfin, ou une combinaison, pardon, de ces variables, hein, ce qu'on a en analyse multivariée. Mais ce n'est pas uniquement les températures, on essaye de prendre en compte l'ensemble des paramètres climatiques que l'on avait à disposition.
Ce qu'il nous manque par rapport à ça sont tout ce qui est un petit peu événements extrêmes ou très ponctuels, c'est-à-dire les gels très profonds, tout ça, enfin très fort, on n'avait pas. Et on n'a pas non plus les gelées tardives, les gelées hâtives, etc. Enfin, d'autres paramètres plus fins pour lesquels on n'a pas de base de données, mais qui interviendraient, enfin, si on avait toutes ces infos-là, on pourrait affiner pour certaines essences et mieux gérer la notion de risque. Mais là, on a fait plutôt des données climatologiques de base plutôt que des données un peu plus fines qui nous seraient quand même utiles pour la forêt. Ok, merci. Quelqu'un s'inquiète du dépérissement du parasol, en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas anticiper et renforcer, mélanger le couvert et le sous-étage avec, toujours, il parle de parasol qui serait plus résistant à la sécheresse et aux températures plus élevées. Alors, le parasol, c'est pas le pin parasol, c'est les arbres qui font parasol pour les jeunes, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est entre D'accord. guillemets. Ouais. OK. Comme je n'ai pas vu le texte. Alors, effectivement, là, je reviens sur une de mes dernières diapos. On a bien cette notion, voilà, ça, c'est une autre forme de parasol, mais l'idée est bien là. Et on doit, enfin, j'ai insisté là-dessus, mais je peux encore le redire, on doit vraiment gérer le couvert. Et on voit bien que les plantations de ces dernières années, on prend quand même un sacré risque. Quand on plante, bah, c'est des fois, on va dire comment, c'est une plantation subie. Quand on part derrière une exploitation d'épicéas qualité, on ne peut pas recréer de couverts comme ça ex nihilo. Mais on voit bien que les échecs que l'on constate sur la reprise ou la croissance, enfin, il y a vraiment de gros soucis. Et si on peut maintenir un couvert continu, alors pas pour les raisons habituellement évoquées au niveau de ProSilva, qui sont des raisons sylvicoles, mais on a également ce besoin de couvert continu pour la protection, l'éducation des jeunes arbres qu'on va implanter, que ce soit des essences locales, voire quelques essences exotiques. On n'a pas trop parlé, mais ça peut être aussi des fois considéré comme solution. Et cette introduction, donc, comme je le présentais après, dans des trouées ou en couvert avec, par exemple, pour le chêne, entre 20 et 40% d'éclairement relatif, si j'ai bien tout retenu, eh bien, ça peut être des bonnes dispositions, à la fois pour la croissance, mais également pour la résistance à la sécheresse et pour la bonne reprise des plants qui seront introduits ou de la région naturelle que l'on favorisera. Euh, Morgane avait deux questions. La première concernait le risque. Comment est-ce que vous avez défini le risque? Est-ce que c'est un croisement entre la sensibilité intrinsèque des espèces, donc au climat, à la sécheresse, et donc de l'exposition, donc la quantité de changement qui est attendue pour la variable climatique étudiée? Oui, tout à fait. Globalement, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des infos hop là, sur l'écologie des essences, euh, sur alors, des choses des fois faciles, notamment lorsqu'on a des relations station-production, donc on a vraiment les éléments. On avait ça pour le Douglas, par exemple, on avait conduit une étude il y a une dizaine d'années sur le Douglas, sur les plateaux calcaires, en intégrant justement les données climatiques dedans de manière assez fine. Donc là, on avait des éléments relativement factuels. D'autres fois, si je prends par exemple l'exemple du hêtre sur les versants nord, on sait que le hêtre, il y a non seulement une demande en eau au niveau du sol, mais une demande en eau atmosphérique. Et si on a maintenu, entre guillemets, enfin si on a annoncé un risque plutôt modéré pour le hêtre sur les versants nord, c'est qu'on sait que cette demande d'humidité atmosphérique est bien réalisée pour le hêtre sur ces versants nord, alors que sur plateau, c'est plus compliqué. Donc, on a essayé de faire tout ça. Et puis, malheureusement, pour un certain nombre d'essences plutôt rares ou peu documentées, ben, on a fait comme on a pu pour remplir les différentes cases. Et là, on a beaucoup sollicité un certain nombre de partenaires de la forêt publique et de la forêt privée pour affiner un peu tout ça, sachant qu'il y a des discussions et qu'on est loin d'avoir toutes les infos déjà de base en ce qui concerne l'écologie des essences et qu'en plus, il y a des divergences de modèles pour le futur. Donc, on était plutôt euh, pauvre en éléments factuels. Donc, on a essayé de faire les choses les plus réalistes et les plus cohérentes, mais il y a une part, entre guillemets, d'expertise de laquelle on ne pouvait pas s'échapper. On n'avait pas suffisamment d'éléments factuels pour aller plus loin.
Et la deuxième question donc, qui était posée, c'est comment avez-vous calculé ou bien estimé la réserve en eau utile des sols? Tout ce qu'il y a de plus classiquement, c'est-à-dire qu'on avait la chance d'avoir environ 400 relevés qu'on avait réalisés nous-mêmes. Et donc, à chaque fois, on avait des profondeurs, des textures, des charges en cailloux, plus ou moins précisément parce que beaucoup des descriptions que l'on a faites étaient soit sur des mini-fosses manuelles à la pioche, donc on ne va pas forcément jusqu'au bout, soit sur des sondages à la tarière quand on avait des sols peu caillouteux, notamment les gros plaquages limoneux sur plateau où là on peut passer à la tarière. Donc après, on prend les coefficients. Alors je ne sais plus si on a pris du Jaman ou du Almajou, je ne sais plus, je crois que c'était du Almajou. On prend les coefficients qui vont bien avec la texture, on enlève la charge en cailloux. Après, ça vaut ce que ça vaut, d'une part parce que notre description n'était pas toujours suffisamment précise par rapport à une fausse pédologie couverte à la pelle mécanique, mais également parce que ces coefficients eux-mêmes sont pas, enfin, ils sont tous plus ou moins très moyens, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, on a de la perte, c'est-à-dire quand on dit qu'une argile limoneuse a tant de coefficients, c'est pas super juste. Et il y a quelques publics qui montrent que aucun système, que ce soit des fonctions directes ou des fonctions par classe de, voilà, de pédotransfert, il n'y a rien qui fonctionne très très bien, mais on a fait avec ça pour calculer. J'avais fait l'essai sur 3-4 stations de montrer la variabilité. Et on a quand même, sur chaque unité stationnelle, pas mal de variabilité. On peut avoir, par exemple, sur une US, des choses qui varient entre, je ne sais pas moi, 40 et 70 mm de réserve utile, alors que c'est la même unité stationnelle, simplement. On a de la variabilité dans la charge en cailloux, un petit peu sur la texture, mais c'était suffisamment quand même homogène pour qu'on fasse une seule unité stationnelle. Mais il y a de la variabilité autour de la moyenne. Peut-être une autre question qui concerne l'introduction. Voilà, la question c'est est-ce que finalement, dans un scénario pessimiste, l'introduction d'espèces allochtones serait la solution à privilégier pour répondre à ces changements climatiques? C'est un gros débat que l'on a actuellement. Un vrai débat, enfin, voilà, avec pas mal d'arguments pour ou contre. C'est vrai que si on prend l'unité stationnelle P3, là je remets à l'écran, on va vers le très foncé à moyen terme ou à long terme. Donc des risques pour quasiment toutes les espèces, enfin une bonne partie des espèces présentes. En revanche, si on prend cette unité stationnelle-là, avec une grosse réserve en eau, je ne dis pas qu'il y a zéro risque, mais c'est quand même de couleur plus favorable. Donc la question se pose effectivement, notamment dans les cas les plus, on va dire, les plus limitants, de recourir à d'autres cortèges d'essence. Alors, ça appelle quand même deux réflexions. Est-ce qu'on va continuer à faire de la production forestière sur des unités stationnelles comme celle qui est à l'écran, c'est-à-dire des sols pas très profonds sur lesquels tout se passait plutôt bien jusqu'à maintenant parce qu'on avait 950 ou 1000 mm de précipitations bien réparties, donc on était en situation très privilégiée. Les collègues de l'ouest de la France qui ont ce genre de sol, quand je les ai reçus en tournée, m'ont dit bah, c'est magnifique ce que vous pouvez faire, mais on n'y est pour rien. C'est simplement, bah, on a la pluviométrie qui va bien. Alors que quand on est à 650-700 mm avec une courbe des précipitations beaucoup plus creusée l'été, ben, on ne peut pas. Et on a été un petit peu habitué dans le quart nord-est, hein, qui est le sujet de cette étude, à faire de la production de bois de manière raisonnable, voilà, partout, enfin pas partout, mais sur beaucoup de stations, y compris des stations limites. Donc, est-ce qu'on doit continuer à investir fortement sur ces stations-là ou simplement maintenir l'état boisé? Enfin, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais on en discute beaucoup. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, j'ai dit, il n'y a pas, alors, l'essence miracle, ça n'existe pas, donc je n'aime pas cette expression-là, et ce n'est pas la solution unique. Donc, pourquoi pas tester de nouvelles choses, mais je suis pour l'instant on est dans le domaine du test. J'avais prévu une diapo supplémentaire pour vous montrer un petit peu ça. Hop. Donc ça, c'est un tableau qui est très provisoire pour quelques unités stationnelles, mais on va le finaliser avec nos collègues de l'ONF qui ont déjà pas mal travaillé là-dessus. Sur les tests possibles, mais on est bien sur des tests d'essence ou de provenance et pas sur de la gestion courante. Et j'insiste bien là-dessus parce que il est préférable de tester avant de se lancer et de jouer les apprentis sorciers. Mais on voit qu'il y a certaines espèces qui ont un petit peu le vent en poupe, notamment le pin salzman qui a l'air d'être très à la mode sur ces contextes de plateaux calcaires notamment. Après, des choses que je ne connais pas très bien, un Quercus frenneto, je l'ai vu un peu en Hongrie, mais bon, on n'a pas beaucoup de références là-dessus. Et là, le site Climessence dont je parlais tout à l'heure énumère les principaux
caractère écologique de ces différentes essences qui peut nous guider sur des tests futurs. Mais je suis plutôt sur une logique de test pour l'instant que dans une logique de gestion, sachant qu'il y a des avis très divergents. On avait conduit une étude en 2020 avec une stagiaire de troisième année d'AgroParisTech, et on voyait bien qu'il y avait des comportements, même si notre enquête était technique, on voyait des comportements apparaître avec des gens qui sont très orientés sur il faut tout changer, et d'autres qui sont faut attendre, faut voir comment ça tient le coup ou pas, travailler par petites touches. Donc, il faut se positionner dans ce gradient-là. Et nous, on est dans une logique, en général, au CRPF, d'expérimentation avant la gestion. Ok. Bah, merci beaucoup, Sylvain. Je propose d'en rester là parce qu'on a à peu près tenu le temps. Bon, désolé pour les questions qui n'ont pas pu être posées. On en avait quelques-unes. En tout cas, un grand merci encore, Sylvain. Et pareil, merci beaucoup à toi, Gauthier, pour vos présentations. Très intéressantes. Et merci à tous d'avoir été présents, d'avoir assisté, d'avoir posé vos questions, participé à ce webinaire. Je vous propose de conclure rapidement et bah, de vous souhaiter une bonne soirée. Encore merci beaucoup à tous.